Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Chantraine, je suis sociologue chargé de recherche au CNRS, au CLERC, à l'Université de Lille. Je travaille sur les transformations des prisons contemporaines, en France et dans le monde. J'ai mené des recherches sur les trajectoires sociales des détenus, et notamment la place de la prison dans les parcours de grande pauvreté. J'ai aussi travaillé sur les prisons pour mineurs, et sur la manière dont l'administration pénitentiaire gère les détenus dits radicalisés. Je m'intéresse aux transformations des pratiques de soins, aux effets du droit en détention, aux transformations des architectures carcérales et des unités spécifiques. Alors aujourd'hui, dans le cadre d'un appel flash du Hub Culture, Société et Pratiques en mutation, financé par l'ICIT, je débute un projet de recherche pluridisciplinaire sur les effets de la crise sanitaire sur les institutions pénitentiaires. Il s'agit de m'interroger sur la manière dont la crise sanitaire est porteuse de changements institutionnels. Alors, premier point, de la crise sanitaire à la crise pénitentiaire. Entre août et novembre 2019, l'épidémie débute dans la province chinoise de Wuhan. L'OMS déclare la Covid-19 urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier, puis annonce l'existence d'une pandémie le 11 mars 2020. Le premier confinement débute en France dès le 17 mars. La veille, le 16 mars, la Covid-19 a eu raison d'une première personne détenue en établissement pénitentiaire français. Âgé de 74 ans, ce détenu, qui était incarcéré à la prison de Fresnes, est décédé à l'hôpital. Le même jour, au moins 3 autres personnels de cette prison ont aussi été identifiés comme contaminés. 2 infirmières et la directrice des ressources humaines. Le 18 mars, ont été prises des mesures aux impacts lourds sur les conditions de vie et de travail dans les prisons. La garde des Sceaux demande instamment la suspension de toutes les activités en cours, y compris les parloirs et les unités de vie familiale. Les nouveaux arrivants sont mis en quarantaine, au quartier arrivant ou à l'isolement. Le dépôt de linge par les familles est suspendu. Les bénévoles, les avocats, les agents extérieurs de contrôle des établissements sont désormais perçus comme des vecteurs problématiques de viralité entre l'espace de la prison et le monde extérieur et sont donc guidés vers la sortie. La prison se referme sur elle-même et l'on peut retenir un premier constat ici. La crise sanitaire met à l'épreuve le mouvement d'ouverture de la prison au monde extérieur depuis 3 décennies et fragilise les droits des personnes détenues. Si les restrictions diverses perdurent, la crise sanitaire sera le vecteur de régression tant en termes de droits que de conditions de vie des personnes détenues. Alors, deuxième point, rendre l'impossible possible, la diminution rapide du nombre de détenus. Rapidement, les observateurs tels que le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Comité européen de prévention de la torture, le Défenseur des droits, l'Observatoire international des prisons, réclament la libération rapide de détenus pour enrayer une surpopulation carcérale multidécennale qui fait peser un risque majeur sur la santé des détenus et des professionnels. Les observateurs dénoncent une nouvelle fois les conditions problématiques de vie et de travail dans les prisons françaises et rappellent la grande vulnérabilité de la population détenue, massivement marquée par des formes de précarité économique, sociale, mentale et sanitaire. VIH, hépatite et tuberculose sont par ailleurs surreprésentés en détention par rapport à la population générale. Et dans ce contexte, ce ne sont pas uniquement les détenus les plus âgés qui sont à risque, mais quasiment toute la population pénitentiaire. De fait, ces appels sont entendus et la crise sanitaire engendre dans le champ pénal un phénomène exceptionnel, par sa rareté et son ampleur, soit la réduction massive de la surpopulation carcérale. En effet, pour lutter contre l'épidémie et le spectre d'une contagion rapide en détention, le recours aux alternatives à l'incarcération et les libérations anticipées, ainsi que les aménagements de peine, ont fait passer le taux d'occupation
moyen en détention de 119% à 98%, soit un peu moins d'un détenu par place. Sur le graphique que vous voyez à l'écran, qui couvre une période de 2005 à nos jours, vous avez en rouge l'évolution du nombre de places opérationnelles qui augmente régulièrement sur la période, et en bleu, le nombre de détenus qui augmente lui aussi. Au fil des années, la surpopulation pénitentiaire est reproduite, on incarcère davantage qu'il n'y a de places de prison. Entre mars et mai 2020, vous pouvez constater cette chute exceptionnelle du nombre de détenus, et pour la première fois depuis longtemps, la densité carcérale passe en dessous des 100%. Constat numéro 2. La crise sanitaire a rendu possible ce qui était jusqu'ici impossible, faute de conviction, de courage ou de volonté politique. Il est désormais clair qu'il est tout à fait possible de mettre fin à la surpopulation pénitentiaire en diminuant le nombre de détenus. Cette surpopulation constitue l'un des problèmes structurels des prisons françaises, qui est source de dégradation des conditions de travail pour les surveillants, de dégradation des conditions de vie pour les détenus, et qui fragilise ainsi tout effort de réinsertion, et pose donc un problème de sécurité pour la société. La question est donc de savoir si, une fois passée l'urgence, il y aura des effets durables sur les flux d'entrée et de sortie en prison, sur les alternatives à l'incarcération, les détentions provisoires, les aménagements de peine, les permissions de sortir, les préparations à la sortie ou encore les suspensions de peine pour raisons médicales. Troisième point, inclusion et exclusion sociale des détenus. Ces adaptations rapides illustrent la réalité selon laquelle la prison est un problème pour la biopolitique contemporaine, soit le gouvernement de la vie et de la mort des individus et des populations. Réduire la contagion en détention, c'est également réduire le risque d'une contagion dans la société globale. Si la prison met à l'écart et exclut le délinquant, le coronavirus rappelle, lui, l'inclusion irréductible du corps du justiciable dans une communauté sociale et biologique plus large. De fait, la peur de la contagion est consubstantielle à la prison. En ce sens, la gestion de la crise sanitaire est certes inédite, mais en même temps, elle vient réactiver des mécanismes traditionnels de gestion de la détention. Selon différentes configurations historiques, cette peur peut prendre au moins 3 formes principales. D'abord, la peur de la contagion de la maladie, que ce soit le typhus, la peste, la tuberculose ou aujourd'hui la Covid-19. Ensuite, historiquement, la contagion de ce qui est considéré comme des vices, des mauvaises mœurs. C'est pour cela que traditionnellement, il faut séparer les hommes des femmes, les mineurs des majeurs, les primaires des récidivistes. Troisième forme, la peur de la contagion de la révolte et éventuellement de l'évasion de masse, qui pose un problème pénitentiaire, mais aussi un problème plus général pour l'État, parce que c'est son monopole de la violence légitime qui est ici directement mis à l'épreuve. De fait, la crise sanitaire a exacerbé et mis à rude épreuve ces 3 craintes distinctes. Il s'agit à la fois de ne pas propager le virus en détention pour éviter une catastrophe humanitaire et, en contrepartie, de ne pas faire de la prison une source de contamination pour le monde extérieur. Il s'agit aussi de libérer des milliers de prisonniers et de mettre fin, je l'ai déjà dit, à la surpopulation pénitentiaire, sans irriter une opinion publique peu favorable à la libération anticipée de détenus. Enfin, il s'agit de mettre en place des mesures restrictives, comme la suppression des permis de visite, sans transformer la colère en désarroi et en révolte ou désir de révolte. Ici, la crise sanitaire a eu et a encore des effets paradoxaux entre, d'une part, le renforcement, on l'a vu, de dispositifs de restriction et donc d'exclusion, et d'autre part, la création, au moins à la marge, dans telle ou telle prison, de nouvelles formes de solidarité, de prise en charge, d'attention à l'autre. Si quelques mouvements de résistance individuels et collectifs, qui ont été médiatisés d'ailleurs, ont eu lieu en réaction
aux souffrances consécutives aux restrictions imposées en détention, les détenus sont également très nombreux à avoir respecté avec une grande discipline l'ensemble des consignes sanitaires. De leur côté, les surveillants ont vu leurs conditions de travail s'améliorer grâce à la diminution du nombre de détenus, mais aussi par exemple parce qu'ils n'étaient plus obligés de pratiquer certaines fouilles corporelles dégradantes pour les détenus et qui sont source de tensions considérables en détention. Enfin, le fait de participer à une mission sanitaire, et non plus strictement sécuritaire, a pu constituer pour les surveillants une source de revalorisation personnelle du sens qu'ils donnent à leur métier. Constat numéro 3, la réduction de la surpopulation pénitentiaire, l'effort conjoint des surveillants et des détenus pour enrayer la contagion en détention et l'abandon de certaines pratiques humiliantes montrent que d'autres formes de relations sont possibles en détention et que la défiance sécuritaire qui caractérise les relations sociales entre les surveillants et les détenus n'est pas une fatalité intangible. Alors une rapide conclusion en 2 points. D'abord, les réponses sécuritaires à la crise sanitaire fragilisent les droits des personnes détenues. Simultanément, elle ouvre un espace des possibles, elle rend possible ce qui était auparavant impensable, mettre fin à la surpopulation et créer, au moins à la marge, de nouvelles formes de solidarité en détention. Deuxième élément de conclusion, à l'instar de la société dans sa globalité, la question est de savoir si les pouvoirs publics se saisiront de cette crise pour fragiliser encore un peu plus les droits individuels et impulser une régression sécuritaire, ou si au contraire ils y verront une occasion inédite et réaliste pour réduire l'emprise carcérale dans nos sociétés, réinventer l'organisation de la vie en détention et renforcer la démocratie. Merci à toutes et à tous pour votre attention.